Alors bonjour Myrna Ilou. Bonjour Christophe. Aujourd'hui on n'a pas d'invité parce qu'on a beaucoup de livres que nous avons lus et aimés. Et puis comme il reste que très peu d'émissions avant l'été, il est temps de dire à nos auditeurs ne manquez pas ça parce qu'il y a vraiment des livres formidables. Quelques recommandations estivales s'imposent en effet. Voilà, alors vous commencez par quoi ? Alors moi je voudrais parler de La colère et l'envie d'Alice Renard, publiée aux éditions Héloïse d'Ormesson. Très bon éditeur et très bon titre. La colère et l'envie. La colère et l'envie. Donc Alice Renard a obtenu le prix de la vocation pour ce roman. C'est une très jeune autrice, elle a 22 ans et c'est son premier roman. Et j'ai été ravie vraiment de découvrir cette voix atypique et pourtant d'une très grande maturité. Alors, de quoi traite ce roman ? C'est l'histoire d'Isor, une fillette qu'on peut dire hors norme. Elle ne parle HPI ? pas. Elle est en tout cas neuroatypique, ça D'accord. c'est certain. Elle ne parle pas et ses parents ont vraiment du mal à créer un lien apaisé avec elle. Et cet enfant rencontre un jour Lucien. Lucien, c'est un homme âgé, son voisin, mélomane extrêmement solitaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'aime pas vraiment les enfants. Ni la vie. Peut-être qu'il aime un peu moins la vie qu'auparavant, effectivement. Ouais. Et dans cette rencontre intergénérationnelle, les deux personnages ont vraiment trouvé un espace d'acceptation, un espace de réconciliation, voire pour Isor, un espace d'émancipation. Elle va découvrir la vie en grand grâce à Lucien. Et en fait, je voulais vraiment recommander ce roman parce que je trouve que c'est très rare de lire une histoire intergénérationnelle qui ne soit pas triste ou perverse ou que sais-je. Et ce roman-là fait véritablement passer, en tout cas à la protagoniste Isor, de la colère contenue, à l'envie de vivre, d'où ce magnifique titre. Et elle montre la beauté du partage, de l'aventure, de ce qu'est la vie, de la rencontre aussi. Donc, et le vieil homme est tout en bienveillance ou de temps en temps il est un peu gronchon ? Au début, il a son caractère, je vous ai dit. Oui. C'est très difficile pour lui de laisser entrer quelqu'un dans sa vie. D'ailleurs, peut-être que je peux vous lire un petit extrait. Lisez-nous. Mais il me semble qu'un type de relation supérieure existe, celle par élection. On se croise un jour et entre nous, les événements naturels devaient s'arrêter là. C'est nous qui décidons de faire entrer l'autre dans notre vie. Certain qu'il s'agit là d'une chose d'importance, nous nous rappelons, nous nous donnons des rendez-vous, nous nous écrivons, puisque nous voulons changer le cours du destin et fabriquer de toutes pièces, par la seule force de notre volonté, un quotidien où l'autre soit. C'est très joli. Vous voyez ? Alice Renard. Alors, elle a une plume magnifique. Alice Renard, La colère et l'envie, chez Héloïse d'Ormesson. Alors moi, je vais vous parler d'un autre livre. Alors ça n'a rien à voir, mais comme les élections sont bientôt, c'est Christophe Barbier, vous savez, qui est le politologue, le journaliste, le chroniqueur, l'homme de théâtre aussi, qui écrit « Moi, Jean-Luc aime » chez Grasset. Alors en fait, c'est un monologue. Il y a plusieurs parties, mais il y a un monologue où c'est Jean-Luc Mélenchon, évidemment, qui parle de lui et qui parle de sa façon dont il agit en politique. Alors, on a des didascalies, un aspirateur démarre, le téléphone sonne, il décroche, il soulève le combiné, il repose le combiné. Il dit « Mais les travailleurs, je les comprends. Avant, ils avaient un métier, c'était noble. Puis, ils ont eu un boulot. Aujourd'hui, ils ont un job ou du taf. Demain, ils seront tous ubérisés. Quelle décadence !» Et on rentre vraiment dans la psychologie de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à la dernière partie du livre où là, on a vraiment un j'accuse. Parce que est posée au centre de la vie politique la question de l'antisémitisme de Mélenchon. Il faut se transformer en Modeste Zola du quotidien et sans relâche rédiger le j'accuse qui contribuera à l'arrêter sur cette pente fatale où il entraîne la gauche, où il pousse la France. Donc, j'accuse Jean-Luc Mélenchon de s'employer à abattre tout ce qui faisait la grandeur de cette gauche et qu'il vénéra longtemps, la laïcité, la défense de la République, le sens de la justice, le sens de l'État. Et enfin, j'accuse Mélenchon d'avoir tué Mélenchon. Et c'est vraiment ça la question que
pose Christophe Barbier en disant finalement Mélenchon nous a tous trahis. Il écrit: les nouveaux damnés de la terre sont les enfants de l'immigration parqués dans les banlieues, oubliés par la promesse républicaine, condamnés au chômage, victimes du racisme et des contrôles au faciès, pour les entraîner vers le vote LFI, mais surtout pour les mobiliser en vue du grand soir. Mélenchon reprend leurs aspirations. Alors c'est vraiment un jugement terriblement sévère que Christophe Barbier donne à Jean-Luc Mélenchon. Mais encore une fois, la partie centrale du livre est un grand monologue. Et connaissant Christophe Barbier, homme de théâtre, je pense qu'il le mettra en scène. Moi, Jean-Luc M. chez Grasset. À vous. Alors, deuxième recommandation. Un simple dîner de Cécile Tilly, paru aux éditions Calman-Lévy. Alors, Cécile Tilly a obtenu le prix littéraire Gisèle Halimi pour ce premier roman. Alors, c'est un huis clos dans un appartement parisien un soir de canicule. Donc, on est bien dans le thème de l'été. On a deux protagonistes, Étienne et sa compagne Claudia, qui reçoivent Rémi, ami d'Étienne, et Johar, la compagne de ce dernier. Et donc, a priori, rien de plus classique, vous me direz, deux couples d'amis bien sous tout rapport pour un dîner. Mais sous les apparences, c'est le feu. Alors, le feu qui monte aux joues de Claudia dès qu'on lui adresse la parole, tant cette femme peine à trouver sa place. Elle préfère d'ailleurs se retrancher dans la cuisine pour trouver un peu de paix. Elle a cuisiné tout l'après-midi pour recevoir ses amis d'Étienne. Le feu aussi pour Étienne, parce que lui, il traverse une mauvaise passe professionnelle. Il est très intéressé par la promotion spectaculaire de Johar, qui pourrait lui permettre de retrouver un peu de superbe d'ailleurs. Donc vous voyez déjà qu'il y a beaucoup d'autres enjeux qui se dessinent derrière ces personnages a priori bien sous tout rapport. Et puis Johar, donc c'est la deuxième femme de ces duos. Elle a en effet toujours choisi sa carrière, donc la cuisine très peu pour elle, honnêtement. Et ce soir-là, on lui a proposé le poste de sa vie. C'est quoi ? La promotion suprême. Elle a travaillé, elle a tout sacrifié pour ça. Et elle a demandé du temps pour y penser. Le lecteur la sent quand même saisie d'un doute. Et c'est quoi cette promotion ? C'est le poste ultime. D'accord. Et pendant cette soirée, elle doit rappeler son grand patron pour communiquer son choix définitif. Et on sent que justement ce huis clos, ce temps de quelques heures dans un appartement parisien, ça va être un moment de basculement notamment pour Johar, mais aussi pour Claudia. Donc, au milieu de tout ça, en fait, il y a quelque chose de bien plus profond qui est à l'œuvre, surtout dans ces deux femmes qui sont finalement pas si différentes l'une de l'autre. L'affirmation de soi et la sororité sont illustrées avec beaucoup de finesse par l'autrice. Et j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Donc, je vous recommande un simple dîner, pas si simple d'ailleurs, de Cécile Tilly, montrez-le la caméra. aux éditions Calman-Lévy. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler de... Attendez, je voulais lire un petit extrait. Allez-y. Dans le miroir de la salle de bain, elle se dévisage et se voit telle que les amis d'Étienne vont la voir. Une fille, fade et gauche. Une fille qui n'a rien à dire. Une fille qu'il a choisie parce qu'elle s'occupe bien du foyer, sans doute, et parce qu'elle ne risque pas de lui faire de l'ombre. Elle a consciencieusement et stupidement mis toute son énergie à se rapprocher de cette caricature et à se montrer à l'opposé de ce qu'ils sont, eux, et de ce qu'elle aurait voulu paraître. Toujours pressée, débordée de travail, incapable de trouver 5 minutes pour s'occuper des choses pratiques, aspirée par le tourbillon des affaires et de la vie parisienne. C'était un simple dîner de Cécile Tilly. Merci Myrna Helou. Moi, je vous propose Vieux con. Vieux con, c'est un livre de Luc Wiancicki, je ne sais pas si je prononce bien, et de Gilles Rabin. Et c'est les pistes de conversation pour les générations en transition chez FIP Édition, FYP Édition. C'est un livre formidable sur les années 80. C'est-à-dire qu'on va avoir tout ce qui a touché les années 80, c'est-à-dire les états d'âme comme l'an 2000, le rythme des saisons, la France défigurée, la fin des mines, le travail, le bien-être, l'ennui, demandeur d'emploi, du clochard au SDF, bien manger, les injonctions, les personnages aussi, comme De Gaulle, Pompidou, le bonnet rouge du commandant Cousteau, Louis Armstrong, bien entendu, Tabarly, mort d'un marin, Willy Brandt à Varsovie. Et puis alors on a aussi
ce qui est merveilleux, c'est les objets. Les objets que l'on avait dans les années 80. Vous êtes trop jeune, Myrna, mais ça vous parle quand je vous parle de la R5, de la chaîne IFI, du TGV Orange, le barbecue, la cabane, la zapette, le tac-au-tac. Vous avez connu le tac-au-tac sur les plages? C'était formidable. Le Concorde, le SAQ-S. Vous avez connu le SAQ-S pour aller au lycée? Voilà. La chambre, le flipper, le kawaii. Vous avez connu le kawaii? Le kawaii, j'ai connu. Ah ouais? Le flipper, j'ai connu. Voilà. Le jukebox, j'ai connu. Et le vélo, la marche, les cartes postales, les tenues de camping. Alors, c'est merveilleux parce qu'on retrouve tout ça. Le Rubik's Cube qui revient. Hein. On le retrouve beaucoup, le Rubik's Cube. Et c'est justement la fin du chapitre sur le tac-au-tac en disant « Et maintenant, il y a le Rubik's Cube ». C'est-à-dire que je vous parle d'avant le Rubik's Cube. Et je vous parle des années 80 où nous avions 20 ans. D'accord. Ouais. Oui, non, je n'avais pas 20 ans dans les années 80. Ben voilà, mais moi, oui. Et ce qui est merveilleux, c'est que... il reprend donc ces objets cultes, il reprend les territoires, les lieux, les états d'âme, et à la fin, il pose la question, est-ce que c'était mieux avant? C'est un roman nostalgique? Eh bien, justement, non. Pas tant que ça? Non, parce que c'est un essai merveilleux qui dit, est-ce que c'était mieux avant? Ben non, sauf qu'avant, on avait 20 ans. Donc tout était permis, tout était possible. Et c'est quand on a 20 ans que tout est permis, tout est possible. Et donc on ne va pas parler comme des vieux cons en disant c'était mieux avant. Au contraire, on va encourager la génération qui est celle de demain en disant mais bougez-vous, vous avez vos propres codes, nous avions les nôtres et on vous les transmet. Et c'est un formidable livre, plein d'enthousiasme. C'est un récit ou c'est un roman? Non, c'est un essai sur les événements marquants, les rituels et les grands moments, enfin tout ce qui le train-train, tout ce qui s'est passé dans les années 80. Ça s'appelle Vieux con, piste de conversation pour les générations en transition. C'est de Gilles Rabin et de Luc Wiarzynski. Pardon, Luc, si j'écorche votre nom, mais c'est un livre épatant, vraiment, qu'il faut transmettre. Édition chez FYP Édition, FIP Édition. Et c'est un livre épatant qu'il faut transmettre aux jeunes générations pour qu'ils puissent mieux nous comprendre et nous les lire en disant on a retrouvé nos 20 ans. C'est merveilleux. À vous. On sent votre enthousiasme, Christophe. Ah, j'ai dévoré ce livre, mais avec un bonheur, vous n'imaginez pas. C'est du sorbet. Bon, parfait. Parfait à l'arrivée de l'été. Aujourd'hui, un petit peu de soleil, ça Oui. tombe à pic. Alors, pour moi, une nouvelle recommandation. Dominique Sigaud, Perdre la main aux éditions Globe. Alors, je voulais vous dire que Dominique Sigaud est grand reporter et autrice. Et en 1993, elle est partie seule, en journaliste indépendante au Rwanda, pour documenter le génocide des Tutsis. Et donc, 30 ans plus tard, elle a retrouvé certains cahiers avec des mots qu'elle avait jetés sur le papier à l'époque, pour raconter ce qu'elle a vu depuis sa place de témoin. Donc bien sûr, pas massacrée comme les victimes, mais tout de même prise en étau à un autre niveau. Et c'est un texte vraiment très puissant, très intéressant, qui raconte aussi la mémoire du corps face à la barbarie, avec ce point de vue journalistique et féminin. Et je voulais vous lire un extrait. Je suis journaliste, cela fait de moi un témoin. Les témoins ne sont pas broyés comme les victimes du génocide, mais pris dans l'étau d'une autre manière. Sinon, comment serait-il témoin de l'étau? Témoin ne veut pas dire étranger, mais simplement tiers. Le mot vient de tristis, 3. C'est celui à l'origine qui devait, par sa présence, attester d'une signature entre deux parties, d'un acte. Ce que sans le vouloir, nous fûmes, attestant des actes commis. Et ces actes devinrent partie intégrante de nos existences. Voilà, l'autrice a été très très marquée par ce qu'elle a vu et par les rencontres aussi qu'elle a faites sur le terrain là-bas en 93. Montrez la couverture à la caméra. Une très belle couverture. Dominique Sigaud, Perdre la main aux éditions Globe. Vous vous souvenez de la liste de mes envies de Grégoire Delacour? Oui. Ça a eu un énorme succès. Oui. Et c'est une vraie question qui est celle de l'argent. Et là, il récidive avec la liste de mes envies. Donc, c'est la suite de cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on a toujours ces gens qui ont gagné au loto et qui se retrouvent. Donc, c'est Jocelyne, elle a 52 ans et elle a gagné 160 millions au loto. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 160 millions? Alors, ils se retrouvent, comme les alcooliques anonymes, ils se retrouvent dans un groupe
Le petit club des gagnants au loto. Oui, les GA, les gagnants anonymes, en disant qu'est-ce qu'on fait de notre argent, comment on vit ça, est-ce qu'on le dit à nos voisins, à nos familles, et elle, qu'est-ce qu'elle va faire de tout cet argent? Alors elle commence à donner, et puis elle se met à la caisse de supermarché en disant je vous paye votre caddie. Alors, les gens disent je vais rajouter un écran, je vais rajouter un ordinateur, je vais rajouter une chaîne IFI. Et elle paye le caddie de tout le monde. Et puis, elle donne pour essayer de trouver un sens à sa vie. Sauf qu'elle va être rattrapée par le fisc parce qu'on n'a pas le droit de donner plus de 120 000 euros à quelqu'un sans que ça soit déclaré et amputé de 60% par le fisc. C'est-à-dire que je vous donne mes 10 doigts et en fait, il ne reste plus que 4. C'est l'image qu'il a. Et alors, dans ma tête, toute la liste des envies, qu'est-ce que je fais? Je vais acheter une voiture, je vais acheter un appartement, je vais acheter ceci, je vais acheter cela. Et ils n'y arrivent plus. Ils n'arrivent plus à dépenser, ils ne savent plus qui ils sont. Et alors, c'est très joli. Dans ma tête se crayonne alors la liste de ce que j'attends de la vie. La gentillesse, la générosité, la tolérance, le respect, la courtoisie, l'équité, la miséricorde, la simplicité, la nature, l'amour. Rien de ce que l'argent puisse acheter, en fait. Et c'est un très joli roman, très drôle, parce qu'on rit. Parce qu'il y a une Brigitte qui parle sans arrêt dans le groupe des anonymes, des gagnants anonymes. Et alors, à chaque fois, le modérateur dit « Merci Brigitte, non, on se tait, Brigitte. Ça suffit, Brigitte. » Et elle sort des trucs monstrueux. Et alors, il y a forcément une histoire d'amour qui va être à l'intérieur du groupe, avec un certain Hubert. Il va y avoir évidemment quelqu'un qui va vouloir détrousser certaines personnes du groupe pour pouvoir prendre encore plus d'argent. Et derrière ce livre futile, gentil, rapide, comme ça, il y a une vraie question de l'argent. Pourquoi je possède? Que vais-je faire de ma possession? Que vais-je faire s'il n'y a pas de partage? Pourquoi en vouloir toujours plus? Et pourquoi en vouloir toujours plus? C'est un livre formidable qui se déguste, encore une fois, comme un sorbet, ce que je disais tout à l'heure. La liste de mes envies de Grégoire de la Cour, c'est chez Albin Michel. Tiens, voilà, hop, la couverture, je la montre. Et c'est vraiment très... ça pose vraiment des questions. Jocelyne avait gagné 18 millions. Elle refusait d'encaisser. Et dans cette suite très attendue, puisque vous savez qu'elle refuse, au début, elle refuse d'encaisser, elle met son bulletin dans sa chaussure et son mari se tire avec le bulletin, quand même. Et elle est en séparation de biens, aussi. Et alors, finalement, le mari va mourir et va lui laisser une somme absolument considérable. Que va-t-elle faire de ça? Voilà, la liste de mes envies, Grégoire de la Cour, c'est chez Albin Michel. À vous, il vous reste quelques minutes. Qui est-on quand on a beaucoup ou quand on a peu, hein? C'est intéressant. C'est une vraie question. Qui est-on? Alors, pour ma dernière recommandation, je voudrais vous parler du roman Les Grandes Nacres de Catherine Baldisseri. C'est publié chez Julliard. C'est un texte parfait pour un moment de douceur en été. C'est un roman qui se déroule sur une île en Méditerranée. Et c'est l'histoire d'une lignée de femmes qui se transmet la connaissance et l'amour de la mer. Donc de la mer, l'océan? De la mer, l'océan, oui, c'est ça. Elles sont de génération en génération gardiennes des grandes nacres, qui sont de précieux coquillages qui donnent des filaments appelés le byssus, qu'elles récoltent donc en plongeant comme ça, hein, sans bouteille, qu'elles lavent, qu'elles teintent, qu'elles font sécher et qu'elles tissent. Et la grande question qui est posée dans ce roman féminin magnifique, c'est comment rester fidèle à cet héritage et à cette mission reçue de nos jours, face au tourisme de masse, face à la pollution des océans, face aux températures déréglées qui changent tout un écosystème évidemment pour ces coquillages, face à la folie des hommes, parce que finalement, qui s'intéresse aux byssus et aux grandes nacres à protéger ? Et donc, l'autrice soulève énormément de questions et c'est un roman qui est très singulier, dans une atmosphère assez ensorcelante, très, très douce, qui renferme plusieurs secrets de femmes. Et je trouve que c'est une très, très belle lecture pour cet été. Donc, je vous la conseille, Les Grandes Nacres, Catherine Baldisseri, chez Julliard. Vous voyez cette magnifique couverture de Caroline Perron, par ailleurs. Et alors moi je termine avec un livre de Julien Donati, La paix paresseuse, et c'est très intéressant parce qu'il reprend une histoire d'avril 1935.
juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, quand on voit tous les colloques, les conciliabules et ce qui se passe en Ukraine et autour de la Russie, ça fait un peu froid dans le dos. Nous sommes à Streza en avril de 1935 sur les bords du lac Majeur et c'est une conférence diplomatique qui réunit les alliés de la Grande Guerre, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne. Hitler vient de rétablir le service militaire en violation du traité de Versailles. Et il y a une cohue de diplomates, de miliciens, d'hommes politiques, de journalistes qui se pressent. Alors on a Léger, MacDonald, Flandin, Laval, Mussolini, ils sont tous là. Et l'enjeu est de taille, prévenir une guerre dont personne ne veut, 15 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Et ça devait être la réconciliation universelle de toutes les nations. Et en réalité, on part dans un conflit majeur et qui sera extrêmement criminel. Alors, ils veulent tous la paix. Le consensus est introuvable. Chacun est aux prises avec sa propre histoire, ses préoccupations, ses intérêts. Et c'est le cas de Pierre-Marie Franceschi, qui est un brillant diplomate. Il est marié, il a l'oreille de Laval, donc il a vraiment une confiance en lui qui est formidable. Mais il a du mal à se concentrer. Il est un peu troublé, parce qu'il y a une femme qui est là. Et cette femme, qui est une jeune comédienne, présente, est-ce que ce ne serait pas une espionne ? Alors, voilà, alors on le sait, l'absence de consensus va mener au pire. Le front commun sera brisé par l'invasion italienne en Abyssinie et la signature du pacte naval anglo-allemand. C'était la dernière occasion de garder fermées les portes de la guerre et Streza en tire toute sa coloration tragique. Et quand on lit ça, on pense à cette phrase l'histoire est une galerie de tableaux où il y a beaucoup de reproductions. Tocqueville. Voilà, ça fait un peu froid dans le dos. C'est publié aux éditions du Rocher de Julien Donadille, La paix paresseuse. Et alors ça se lit effectivement comme un roman, c'est un roman. Et on entre justement dans la psychologie de tous ces diplomates qui veulent absolument éviter la guerre. Préserver la paix à tout prix. Mais éviter la guerre, est-ce préserver la paix ? C'est une vraie question. Et leurs armes sont les mots, aux diplomates. Donc, absolument. Effectivement, face à Hitler, ça ne pèse pas grand-chose. Et vous mettez une jolie comédienne autour de la table et vous pouvez déclencher la guerre. Oui. No comment. No comment. Voilà. Alors, il nous reste 3 minutes pour rappeler et pour récapituler. Allez-y. Alors, Alice Renard, La colère et l'envie, chez Héloïse d'Ormesson, ma première recommandation. Magnifique premier roman. Ensuite, j'ai parlé de Un dîner simple, Cécile Tlili, édition Kalman-Lévy. Premier roman également. J'ai parlé de Dominique Sigaud, Perdre la main, aux éditions Globe. À découvrir absolument, roman engagé. Et Les Grandes Nacres de Catherine Baldisseri. Un engagement aussi dans un autre genre, mais très très beau roman également. Moi, Jean-Luc M. De notre ami Christophe Barbier chez Grasset, très intéressant, surtout en cette période d'élection. Vieux con, piste de conversation pour les générations en transition. C'est tout à fait passionnant, à la fois à transmettre à vos enfants et à garder pour vous ceux qui avaient 20 ans dans les années 80. Je ne vais pas dire l'âge, mais en tout cas, c'est tout à fait passionnant et intéressant. La liste de mes envies. Jocelyne avait gagné 18 millions qu'elle refusait d'encaisser. Dans cette suite très attendue, il lui en reste 15 et une seule envie, les dépenser. Comment on fait ? C'est très intéressant, surtout quand le fisc vous empêche est aux trousses et vous empêche de continuer la liste de vos envies. Voilà. Chez Albin Michel. Chez Albin Michel, merci. Et puis ensuite, Julien Donadille, La paix paresseuse. Le titre est formidable. La paix paresseuse. Du Rocher. Aux éditions du Rocher, à Streza, en avril 1935. Très belle photo de couverture. Ouais. Ça, la couverture est très très bien faite, où on voit Mussolini, on voit Laval, enfin, ils sont... Une autre époque, On ils sent sont tous que là. c'est encore avant ce deuxième conflit, effectivement. Oui, mais est-ce que... Enfin, comment se sortir de cette grande réunion à Streza ? Et tout ça nous pose quand même beaucoup de questions sur notre actualité. Actuellement. Et fait froid dans le dos, donc ça vaut le coup un peu de se pencher sur le passé pour voir qu'il n'y a pas que la guerre des Gaules.
Merci Myrna Helou, Merci beaucoup Cédric Cobat pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer et Faustine Clary pour la réussite technique de notre rendez-vous que vous pouvez retrouver sur YouTube en vidéo et sur l'appli Radio Notre-Dame sur vos smartphones. Alors demain c'est mercredi, nous irons au cinéma pour voir Memory, Greenhouse et Une autre vie que la mienne. Ça promet. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Je crois qu'il va faire beau. Profitons-en. Je vous embrasse.